Bienvenue à vous tous et toutes. On est entre nous, mais c'est votre émission à vous, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, les étudiants, les apprentis, les grands chefs, comme les petites mains précieuses. Comme chaque mois, nous vous donnons des repères pour l'exercice de votre profession, pour découvrir la vivacité du secteur en Isère avec celles et ceux qui, comme vous, font bouger les lignes. Avec nous, Danielle Chavant, présidente de l'UMI 38. Merci, comme toujours, d'être avec nous. Bonjour à tous. Ça y est, c'est le les mois de invités. novembre, vous gardez le sourire, commence à avoir un peu froid. Les champignons arrivent, les truffes, donc tout va bien. Tout va bien. Avec nous, Loïc Lardin, on va vous entendre dans un petit instant. Soyez les bienvenus. Vous êtes Merci, administrateur à l'UMI 38 et gérant de l'hôtel-restaurant Les Mésanges à Saint-Martin-du-Riage. Vous nous direz tout dans un petit instant, notamment sur les maîtres restaurateurs et sur le label Clé Verte. Avec nous également Christophe Suzilo, bienvenue. Bonjour à tous, très heureux de participer à ce lancement de saison. Très heureux aussi de vous accueillir ici sur ce plateau. Vous êtes vice-président du département de l'Isère, chargé du tourisme et président d'Isère Attractivité. À vos côtés, Luc Magnien, bienvenue. Bonjour. Président des saisonniers à l'UMI 38. Vous êtes également gérant du Grand Hôtel de Paris à Villard-de-Lans. On vous retrouve dans un petit instant. Tout de suite, on a l'actu. L'actu qui commence par l'image du mois. Vous l'avez vu, on a des champignons ici sur ce plateau, mais c'est la truffe, la reine. Elle arrive dans nos assiettes. Elle vient du Vercors, elle vient du Grésivaudan. Nos trufficulteurs les dénichent avec leurs chiens truffiers et avec un savoir-faire à faire pâlir les Gersois ou les Périgourdins. Toutes les infos sur la truffe de l'Isère, vous les trouvez sur le site du syndicat des trufficulteurs de l'Isère, truffe38.com. Elle est absolument savoureuse et en toute saison, mais alors en novembre, vous les aimez la truffe, les truffes. Nos clients surtout. Aux clients. Vous un peu moins? Pas du tout. Ah bon? Ah mince. Oh. Moi, je suis un câble. Ah bah oui, enfin, Oui, non, peut-être tout à ou fait. peut-être pas. Mon fils n'aime pas, mais alors moi, je pourrais vivre que de ça. Allez, le chiffre du mois, c'est 24%. 24% des Français se déclarent flexitariens. C'est votre cas, vous pensez, messieurs? Flexitarien. Et oui, flexitarien, c'est un régime, encore un, mais qui lui vise à limiter la consommation de viande sans l'exclure totalement. C'est un chiffre à garder dans la tête dans la construction des menus dans vos restaurants. Et d'ailleurs, à cet effet, lundi 25 novembre, notez bien, l'UMI 38 propose et offre à ses adhérents, donc aux salariés, aux gérants, une formation avec Natacha Bazoge, qui est formatrice en cuisine végétale, au programme Approche et compréhension des enjeux liés à la cuisine végétale. Un apport théorique avec un support fourni, un livret des recettes de base et puis la mise en pratique en cuisine, et c'est en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole. Donc moi je peux vous le dire, oui, je suis flexitarienne. Vous aussi? Oui et non. Ah oui, nous souffletons dans le public. Oui, oui. Et la personnalité du mois, c'est Alexandra Rindon, qui est chargée des relations entreprises et institutionnelles à l'UMI Formation. Alexandra est installée depuis début septembre dans les locaux de l'UMI 38. Elle est à votre disposition pour tout échange autour des formations. Et chaud devant tout de suite, on est sur le feu. Ce n'est pas notre rubrique cuisine en plateau, malheureusement. C'est une rubrique dédiée aux questions chaudes d'ordre syndical qui pourtant n'ont d'autre vocation que de vous rendre la vie plus douce. Et la vie plus douce à la profession. Loïc Lardin, elle se passe bien, votre profession? Elle Vous en est êtes un passionnante, cette profession. Exigeante, mais passionnante. Bien sûr, vous êtes administrateur à l'UMI 38 et gérant de l'hôtel-restaurant Les Mésanges à Saint-Martin-du-Riage. Et vous êtes titré maître restaurateur et vous êtes aussi labellisé Clé Verte. Regardez, je vais comme ça pour vous. Vous êtes habillé de... C'est le ton. Tout à Voilà. fait. On voudrait votre retour d'expérience, bien sûr. Le titre de maître restaurateur, alors il est décerné par l'État, par arrêté préfectoral pour 4 ans. En quoi il consiste ? Ce titre, déjà, c'est le seul titre décerné par l'État et qui récompense aussi bien la qualité de l'assiette que du service, mais également de l'établissement par lui-même. La provenance aussi, en quoi ça consiste alors? Il faut que tout soit fait maison, ouais, produit frais? C'est ça, ça met en avant tout le produit, tout le fait maison, des produits bruts qui sont transformés sur place, qui sont saisonniers.
C'est également court, voilà, Daniel. qui valorise tout le local, en tout cas, ou régional, on va dire. Donc c'est très important, d'autant plus pour nos salariés qui sont aussi fiers de travailler dans ce type d'établissement et de proposer cette cuisine, et qui met en avant aussi toutes les qualités qu'un restaurateur peut proposer, et dont nos clients sont assez... recherchent ce type de restauration de plus en plus. Alors, comment faire cette démarche? Est-ce que vous pouvez candidater? Comment Alors, est-ce qu'on candidate? On a été accompagné par l'UMI, et qui nous a accompagnés, et qui après on dépose un dossier auprès de la préfecture. Donc il y a un audit qui est fait, et ensuite, suivant le résultat de l'audit, on a ou pas ce fameux titre, ce fameux sésame. On vient vérifier comment est-ce que vous travaillez, est-ce que les produits sont bien frais, est-ce qu'ils viennent bien d'ici? Exactement. D'accord. Le C'est cahier ça. des charges est lourd? Il est assez exigeant, mais c'est une démarche qu'on avait déjà naturellement, nous, commencé à faire. Et donc, c'était pour nous l'objectif d'aller encore plus loin dans notre propre démarche. Mais c'est quelque chose qui est accessible, j'allais dire, quand on travaille des produits de saison, des produits frais. Donc, surtout fait maison. Ouais. C'est un avantage, hein. Le public sait aussi s'y reconnaître, vos clients. C'est ça. Ils Il y a savent. une plaque, une plaque qui mentionne le fait que on est titré maître restaurateur. Et puis ensuite, il y a de la communication qui est faite énormément par l'UMI. On participe aussi à des événements. Il y a la foire d'automne. Il y a aussi la foire de la Saint-Jacques, la fête de la Saint-Jacques à Villard-de-Lans. Exactement, faire un petit peu de promotion pour l'année prochaine. Ah bah, une institution. bien C'est sûr. une institution. Voilà, il y a différents événements aussi qui mettent en avant toutes ces qualités que les maîtres restaurateurs proposent. Bien sûr, et ça répond davantage à toutes les attentes des clients chaque année encore. D'ailleurs, Daniel Chavant, l'UMI 38 accompagne bien sûr l'adhérent dans sa démarche. Est-ce qu'il faut faire encore beaucoup de pédagogie, et notamment auprès de la clientèle, pour rappeler toute l'importance de ce label? Oui, c'est vrai que le restaurateur a un rôle à jouer, à rappeler à son client. Maître restaurateur, c'est ça. On y croit très fort et ils sont très fiers parce que c'est quand même un coût, l'audit. Donc c'est une vraie volonté de se dire j'investis, mais au bout, je veux une reconnaissance et qui est pour eux une belle fierté. Moi, ça me fait plaisir de voir ça, vraiment. Donc il faut le faire et le faire savoir aussi. Tout à fait. Et ce label Clé Verte, c'est un label environnemental. On connaît l'étoile verte du Michelin. Ouais. Qu'est-ce que c'est le label Clé Verte? Clé verte, c'est une démarche qui est environnementale, qui est sociétale également. Et également, nous avions commencé cette démarche environnementale. Et l'objectif, c'était de structurer notre démarche et d'aller encore plus loin dans les objectifs pour rendre notre établissement encore plus vert et encore plus sociétal. Donc, ça va également, c'est tombé au moment où Grenoble est devenue capitale verte européenne. Exactement. Donc ça allait dans ce sens-là, et nos clients sont de plus en plus demandeurs également d'établissements qui sont respectueux de l'environnement. On parle du tri, des économies d'énergie, la formation du personnel. Il y a beaucoup de démarches et d'actions à mener. Et donc ça nous a permis, ce label nous a permis de structurer notre démarche et surtout aussi de se fixer des objectifs encore plus ambitieux que naturellement nous on s'était fixé. D'accord. Il s'appelle Clé Verte ou Green Key? Ouais. Je vois les deux. Green Key. On va rester français. On va rester, Oui, parce voilà. que- On va rester français. D'accord. Clé verte, c'est Parce que très bien. c'est aussi un label international. International, ouais. Oui, Daniel. Oui, excusez-moi, je voudrais rajouter tout de même et préciser, puisque j'ai le président en face de moi, vice-président du département au niveau du tourisme, tous ces événements, vous savez, nous sommes des pauvres, nous, les syndicats. On veut garder des adhésions légères pour nos hôteliers restaurateurs, donc tout doit être financé ou par des partenaires privés ou publics. Et là, le département, au niveau des maîtres restaurateurs, nous aide beaucoup. Entre autres pour le restaurant éphémère du salon de la foire d'automne, où tous les jours il y a un nouveau maître restaurateur qui est fier de venir présenter son restaurant. Vraiment, merci Christophe, vraiment. On est très heureux d'être en soutien justement de ce beau métier, hein,
Et vous dire qu'aussi, sur les clés vertes, on a été également en soutien parce que c'était un nouveau projet départemental à votre initiative. Donc on est ravis de pouvoir vous accompagner régulièrement sur des choses comme cela, très concrètes. Parfait. Merci. Eh bien, merci pour toutes les questions relatives à l'obtention à la fois du titre de maître restaurateur et à cette clé verte. Bien sûr, frappez à la porte de l'UMI38 qui pourra tout vous dire, et notamment grâce à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous aviez la parole il y a une petite seconde. On enchaîne tout de suite avec nos invités. Christophe Suzilo, je rappelle que vous êtes vice-président du département de l'Isère et président d'Isère Attractivité. Luc Magnien, vous êtes le président des saisonniers à l'UMI38 et gérant du Grand Hôtel de Paris à Villard-de-Lans. J'ai bien prononcé Villard-de-Lans, hein ? Tout à fait. Sans l'accent, on ne va pas encore se permettre, mais n'empêche, vous êtes ici parce que la saison hivernale arrive. Encore que déjà, on a l'impression que l'été, c'était déjà l'automne. Allez, dites-le. Les premiers frimas arrivant, préparons-nous pour la saison d'hiver. Il y en a déjà eu en été des premiers frimas, ça c'est sûr. Mais on n'avait pas encore de saisonnier, en tout cas pas saisonnier d'hiver, ça c'est sûr. Quelles sont les nouveautés, Christophe Suzilo, pour cet hiver qui s'annonce, qui approche ? L'Isère, un grand département, le deuxième de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une terre de montagne avec de très beaux massifs que tout le monde connaît, on ne va peut-être pas les reciter aujourd'hui. Donc la montagne en Isère, c'est notre quotidien. Et on est prêt, une fois de plus, pour une belle saison encore en hiver. Je pense que l'or blanc va pas tarder à arriver. Je sais que début décembre est souvent des semaines qui sont intéressantes à travailler. La nouveauté, c'est qu'en Isère, on a voté un nouveau schéma de tourisme et montagne fin septembre avec l'Assemblée départementale, voté, je le rappelle, à l'unanimité de tous les acteurs avec nos oppositions. Donc c'est important de vous le dire. Donc tout ça fait l'union. Et on est sur un moment, on le sait, avec le réchauffement climatique, où on doit travailler sur des accompagnements, des transitions. Et nos territoires, comme le disait Ligue tout à l'heure en coulisses, depuis très longtemps, la montagne a préparé ces transitions parce qu'elle a vraiment des ressources naturelles d'importance qui permet de proposer de la déconnexion, mais de la reconnexion avec la nature. Donc les nouveautés, c'est des bivouacs sur glace, c'est des balades rando sous les étoiles, c'est tout un tas de choses comme ça où nos acteurs du tourisme sont vraiment en appui parce qu'ils ont vraiment un gros potentiel naturel, mais également aussi culturel. Donc l'Isère nous fait vibrer de tous ses atouts tout le temps. Il n'y a pas que le ski, il y a tout l'accompagnement et bien entendu la gastronomie est quelque chose de très important pour nous tous. Bien sûr, Luc Magnien, c'est comme ça que la moyenne montagne continue d'exister aussi, en se diversifiant, en répondant aussi à toutes ces attentes nature, patrimoine et gastronomie. La montagne a toujours été très très diversifiée. Je l'avais dit tout à l'heure à Christophe, je reprends toujours une phrase que mon grand-père me donnait concernant le massif sur lequel j'habite, c'est le Vercors. Il dit, tu habites le plus beau des pays. Tu es en moyenne montagne. Et la moyenne montagne, on peut tout faire, même du ski. Donc revenons sur les fondamentaux, redécouvrons la montagne dans tous ses états, de la haute altitude à la moyenne altitude ou la basse altitude, où on peut s'épanouir à tout moment de l'année. Et l'hiver en fait partie également d'un de ces moments. Vous voulez dire qu'il faut se rappeler que une station, c'est de la montagne. En priorité, c'est vraiment la montagne. On avait eu tendance à l'oublier peut-être ? La montagne, mais pas uniquement la montagne, la haute montagne. C'est la montagne se décline de différentes façons. Il y a des stations de très haute altitude, des stations d'altitude, et puis il y a des stations de moyenne montagne, même si on peut monter assez haut dans le Vercors, puisque je vous rappellerai qu'on va jusqu'à 2300 mètres. Et on fait du ski très bien de 1500 à 2300 mètres. Mais à nous de décliner la montagne en fonction de notre territoire. Le Vercors, on est dans un parc naturel régional, avec tout ce que... On parlait des truffes, on parlait de la chasse. Donc derrière, avec tout ce que l'on peut décliner en moyenne montagne, la faune, la flore, être contemplatif, admirer les étoiles. Ne serait-ce que ça. La pêche, la truite. Il y a à un moment donné les écrevisses qui commencent à revenir. Oui, d'ailleurs, il faut les pêcher, hein, parce que vraisemblablement, les écrevisses de Louisiane envahissent de plus en plus nos rivières. Voilà, donc on ne touche pas à nos écrevisses endémiques, on en a besoin, mais on sait facilement les reconnaître. Je crois qu'elles ont les pattes rouges, hein, c'est ça, et pas les pattes blanches. Voilà, tant qu'on peut les pêcher, allons-y. En plus, bon petit poulet aux écrevisses en mois de novembre, ça fait toujours du bien. Donc les alternatives, on a compris, il faut toujours aussi se diversifier. Vous êtes très bien accompagnés aussi pour le faire. Comment est-ce qu'on met davantage en valeur notre gastronomie en moyenne montagne ? Est-ce qu'on connaît encore, on connaît la vercouline hein, quand même, hein, donc
Bien sûr. Et est-ce que la moyenne montagne a aussi besoin de ces spécialités du terroir pour contrebalancer avec Moi, je pense, les grandes stars on savoyards? le sait tous ici aujourd'hui, dans chaque massif, il y a un fromage. Bah, ça, c'est important. En France, le fromage, c'est sacré. Donc, il faut travailler sur des recettes emblématiques. Et en Isère, avec l'agence d'attractivité que je préside, on a travaillé sur des recettes. L'objectif, c'est pas de créer de buzz, c'est d'être concret. Une première recette qui est une tourte de l'Isère qu'on a su partager avec le monde et les consommateurs sur le terrain, qui a malgré tout un beau succès. Nous allons travailler très prochainement sur une nouvelle recette qui sera un dessert. Alors, donc j'en dirai pas plus, c'est un peu de teasing. Et l'objectif, c'est d'apporter justement aussi cet élan pour que chaque professionnel puisse s'emparer de ces recettes. Et je sais que Laurent Gras le fait très bien sur un menu du marché, parfois avec la tourte de l'Isère. Et laissez-moi deviner, il y aura de la noix, de la chartreuse dans votre dessert? Oh, il y a des éléments comme ça. On a créé une forme de sondage. Donc il y a des éléments clés. On vous en dira plus au mois de février prochain. Donc encore quelques semaines à patienter. Très bien, oui. Je pourrais rappeler que, puisqu'on avait parlé brièvement du Vercors, que le Vercors, bien évidemment, c'était aussi le bleu Vercors-Sassenage. L'un des fromages en appellation d'origine que le département a la chance également de pouvoir porter. Absolument. Tout à fait. Oui, Daniel. Je sais que ça tient à cœur. Vous savez que Luc, vous avez été très sobre, mais c'est un grand personnage, Luc Magnin. C'est notre couteau suisse. Quand on a besoin, il sait tout. Voilà, on l'appelle et il nous donne des réponses sur tout. Non, la moyenne montagne, c'est ce que je disais à Christophe, et j'ai senti qu'il aimait pas trop l'autre jour au téléphone, c'est qu'aujourd'hui, il faut tous dire, c'est ça, on est entre nous. Ah ben mettez les pieds dans le plat, c'est ce qu'on demande. Voilà, c'est qu'on voit les Grenoblois maintenant qui partent habiter de la moyenne montagne. Parce que on va rester sobre, voilà, on n'a plus envie de rester. Donc, conclusion, l'immobilier monte, on va pas dire grimpe. Et après, comment fait-on pour loger nos salariés de... C'est ça, Luc, hein? C'est bien ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas bombarder des chiffres, mais si. Les saisonniers, l'aspect saisonnier en montagne, que ce soit l'Isère ou nos amis savoyards ou vosgiens ou jurassiens, c'est 35 000 emplois saisonniers sur l'ensemble des saisonniers. Ça, c'est uniquement pour l'hiver. Sachant que l'été, c'est 140 000 saisonniers sur l'ensemble de la nation France, avec les destinations en littoral. Donc, je profite de la présence du président pour dire l'attractivité de l'Isère doit être aussi de l'attractivité du travail pour nos saisonniers. Car on parlait d'ouverture bientôt, déjà en novembre, l'ouverture c'est demain matin. Or, bon nombre, nous souffrons d'une pénurie de main-d'œuvre. Et avoir un territoire attractif, c'est être capable aussi de faire venir ses propres salariés, qu'ils soient là en CDD, je crois que vous le verrez après dans l'émission, ou en CDI. Nous, aujourd'hui, bon nombre de mes confrères crient au désespoir car leurs équipes ne sont pas complètes. Et il faudra que l'on complète ces équipes. Bien sûr, compléter, qu'il n'y ait de la neige ou pas de la neige, parce que la montagne, c'est attractif toute l'année. Vous l'avez expliqué justement. Et est-ce qu'il y a des services qu'Isère Attractivité propose pour accompagner ces professionnels? Je crois que là-dessus, la promotion du département est importante pour qu'ils puissent se différencier par rapport à d'autres et qu'on puisse orienter, avoir un vrai choix. Donc, nous travaillons à cette attractivité par l'emploi. Le nouveau schéma aujourd'hui met en avant justement la volonté de créer encore de nouveaux emplois en Isère. Donc vous verrez, je ne pense pas que ce sera de la tension, mais il faut aussi peut-être retravailler sur les contraintes de ces emplois. Les temps de travail sont aussi, je pense, à être challengés sur le sujet. Et bien entendu, le logement est un vrai sujet de fond. Les bailleurs sociaux y travaillent pour qu'on puisse avoir des réponses. Et notamment dans certains massifs, peut-être aussi qu'on devra travailler sur des ascenseurs valléens pour qu'on puisse avoir une vraie mobilité de proximité. Donc ça, c'est des sujets... Qui fonctionne déjà dans l'Oisans, par exemple. On peut reproduire ce modèle. Je pense qu'il y aura un travail là-dessus qui soit important. Et puis, il faut que la montagne continue à être habitée. Il lui faut des services. Il faut aussi une scolarité pour que les familles puissent s'installer à l'année et qu'on puisse avoir justement un bel accompagnement. Donc, c'est toutes ces politiques holistiques qui sont aujourd'hui identifiées et qui sont mises en ligne dans ce nouveau schéma qui, je vous le rappelle, a été voté à l'unanimité. Et c'est pas peu dire. Très bien. Merci beaucoup, messieurs Christophe Suzilo et Luc Magnin. On reste justement avec la problématique tout de suite de l'emploi et notamment Véro, tout de suite, qui va prendre votre place. À vous, Loïc, merci d'avoir été avec nous. Merci. Tout de suite, c'est notre rubrique Service compris. Et on a fort à faire à parler de contrats avec
avec Véronique Soldevilla toujours pour ces informations d'ordre social, toujours très fournies. Alors, le b.a.-ba du contrat de travail. Donc, quel type de contrat? Aujourd'hui, effectivement, je vais parler des différents types de contrats qui peuvent être mis en place dans notre profession. Alors, tout d'abord, je rappelle qu'un contrat de travail doit être remis à son salarié sous 48 heures. Quel type de contrat peut-on avoir? Alors, dans notre profession, il y a bien évidemment le CDI à temps complet. Attention, on a une horaire légale à 35 heures ou un horaire conventionnel de 39 heures sur un CDI à temps complet. Nous avons également les CDI à temps partiel qui ne doivent pas être inférieurs à 24 heures, mais on peut passer en deçà des 24 heures à la demande écrite du salarié. Donc c'est une petite particularité. Nous avons les CDD à temps complet et à temps partiel, mais attention, ces CDD, ils doivent avoir un motif. On a droit simplement à 2 types de motifs, soit le surcroît temporaire d'activité ou bien le remplacement d'un salarié absent. Dans notre convention collective, elle nous permet d'avoir d'autres types de contrats qui sont bien évidemment les contrats saisonniers, à temps complet, à temps partiel, à terme précis ou à terme imprécis. Nous avons les CDD d'usage dits d'extra qu'on peut utiliser. Mais surtout, nous avons aussi la possibilité de faire de la modulation du temps de travail pour les salariés qui sont en CDI temps complet, temps partiel ou en CDD saisonnier, temps complet, temps partiel. Donc je rejoins le fait qu'en haute saison, on ait besoin que le salarié travaille plus d'heures et on va le compenser pour la basse saison. Uniquement des CDD pour les saisonniers. Oui. Et précis ou imprécis, c'est selon la saison. Parfois, on ne connaît pas exactement la date de fermeture. Exactement. Donc, en fait, un CDD, il peut être ce qu'on appelle à terme imprécis, ce qui veut dire qu'on va mettre une date début, une date de fin minimum, mais on met l'éventualité que le CDD va se prolonger automatiquement jusqu'à la fin de la saison. Ça évite de faire un avenant. Et on a une deuxième option. Il faut quand même un délai avant de dire finalement tu date termines début, demain. Date de fin, effectivement. Pour un minimum, que le salarié sache à minima combien de temps il va travailler, mais on ouvre la porte sur ce CDD de pouvoir le prolonger jusqu'à la fin de la saison. D'accord. C'est assez flexible, vous trouvez, ce type de fonctionnement? Véronique aurait pu rajouter également, pour ceux qui ont la chance de faire 2 saisons, de pouvoir annualiser un temps de travail et le mettre sur les 2 saisons, tant la saison hivernale que la saison estivale. C'est ce que je disais, la modulation du temps de travail. Avec une modulation. On appelle ça une annualisation. Il y a 2 termes en fait. D'accord. Bon, et alors la période d'essai, est-ce qu'il y a des spécificités encore liées à ce métier? Non, on est sur le droit du travail. Donc la période d'essai est de minimum 2 mois pour un employé qui peut être éventuellement renouvelé une fois, sauf pour les salariés embauchés en niveau 1, échelon 1, qui est le minimum dans notre convention. On ne peut pas renouveler la période d'essai pour eux. Pour les CDD, c'est 1 jour par semaine de période d'essai pour 1 jour par semaine de travail jusqu'à 15 jours pour des contrats inférieurs à 6 mois. Et on va comptabiliser 1 mois de période d'essai pour des CDD supérieurs à 6 mois. D'accord. Bon, et la durée du travail? Alors, la durée du travail. Parce que là aussi, on parle de flexibilité. Tout à fait. Donc, la durée... Pas toujours d'ailleurs, selon. Oui. La durée du travail maximale quotidienne est entre 11 heures et 12 heures en fonction du poste de travail. La durée légale ou conventionnelle, je répète, dans la semaine, c'est 35 ou 39 heures, c'est ce qu'on peut mettre sur le contrat de travail. Et les horaires hebdomadaires maximum est de 46 heures par semaine sur 12 semaines de glissement. Et on peut aller jusqu'en absolu en 48 heures par semaine. D'accord. Avec un repos obligatoire de 2 jours par semaine. Et effectivement, on revient sur le repos hebdomadaire. Donc, il y a encore là 2 notions. Sur les salariés qui sont en établissement permanent, on va dire les CDI, ils ont droit à 1 jour et demi de repos consécutif ou non par semaine, plus une demi-journée qui, elle, peut être reportée jusqu'à 4 par mois. D'accord. Les saisonniers, il y a plus de flexibilité en fait. Le saisonnier, il a droit à 1 jour de repos par semaine qui, lui, pourra être reporté maximum 2 par mois et pas plus de 3 dans la saison, plus 2 demi-journées par semaine de repos qui, elles, pourront être reportées à hauteur de 4 jours par mois. Et ce report peut être fait jusqu'à la fin de la saison. Okay. Il faut compter tout ça aussi. Il y a un décompte de la durée du temps de travail. Tout à fait. Ça, c'est conventionnel. On doit avoir un décompte quotidien hebdomadaire du temps de travail de nos salariés. Ce décompte, je le précise. Qu'est-ce qui se passe, Daniel Chavon? Dites-moi. Je manque d'air. On verra après, effectivement. Véro? Là, c'est dur. Ça fait soupirer, oui, ces réglementations. Le décompte, j'insiste sur le fait que le décompte doit être signé par les salariés et les employeurs. Ça évite ensuite des litiges prud'homaux. C'est ça surtout. Ce décompte sert à sauvegarder l'intérêt de l'employeur, pas celui du salarié, puisque là, on va éviter des prud'hommes sur les heures supplémentaires. C'est compliqué ça, Daniel Chavon?
C'est-à-dire que, oui, on a déjà des petites nuits, quoi. Donc, voilà, mais on fait tout comme il faut. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est ça, c'est ça. Une fois que ce parcours du combattant a été fait, Oui. encore faut-il trouver la matière première, le salarié. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la fin, une fois qu'on a trouvé le salarié qui est bien Que tout se travaillé. passe bien. on La fin de remercie. contrat, il y a 2 types de fin de contrat. On a bien sûr la fin de contrat entre accords des parties, c'est-à-dire que lorsqu'on s'est dit on peut s'accorder une fin de contrat, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Et pour un CDD, ça sert à la rupture d'un commun accord. Et puis, s'il n'y a pas d'accord, eh bien, à ce moment-là, on va partir sur un licenciement. Faute légère, faute grave, faute lourde, ou bien sur une démission écrite du salarié, ou bien la nouveauté, c'est la présomption de démission en cas de salarié absent et par non justifié, bien évidemment, ou ce qu'on appelle aussi l'abandon de poste. D'accord. Classique, comme pour tout type de contrat. Comme tout petit de Pas contrat. de Alors, spécificité. bien évidemment, moi, je tiens à disposition des modèles de contrat adaptés à la profession, que j'envoie à la demande de l'adhérent, ou tout autre de courrier, d'avenant, si besoin. Et bien sûr, on peut toujours appeler Véro, Tout à qui est fait. toujours prête à répondre à vos questions si vous êtes un peu perdu par toutes ces réglementations. Merci. Daniel Chavon, vous pouvez le faire aussi. Appelez Véro. Voilà. C'est Le week-end ensemble bientôt. Voilà, exactement. Ne serait-ce qu'on sait qu'avec l'expérience, bien sûr, tout va bien, mais on a toujours besoin du réconfort de Véronique Soldevilla. Merci à beaucoup vous. tout de suite. Et on accueille Gaëtane pour la question du mois. On reste en montagne d'ailleurs. Gaëtane, bienvenue. Gaëtane Besson-Chavant, directrice de l'UMI. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette question Alors, ce mois-ci écoutez, c'est un adhérent hôtelier en montagne qui nous dit « J'ai récemment eu un contrôle de la DGCCRF qui me dit que je dois indiquer au consommateur le médiateur vers qui il peut se tourner en cas de conflit lié à ma prestation. De quoi parle-t-on » Eh bien oui, en effet... C'est pas de vous, la question, non? Mais vous vous reconnaissez? On se reconnaît. Eh oui. Voilà. Donc en effet, le consommateur doit pouvoir savoir à qui s'adresser s'il n'arrive pas à avoir une entente avec vous, s'il a un problème avec la prestation que vous lui avez fournie. Et si vous êtes adhérent à l'UMI, ce que je vous souhaite à tous, vous avez ce système de médiation qui est prévu dans l'adhésion. Donc en fait, vous n'avez qu'une seule petite chose à faire, c'est de noter une phrase qu'on vous envoie régulièrement. Vous pouvez nous la redemander après cette émission. Cette petite phrase, elle doit être affichée soit sur votre site internet, soit sur votre caisse enregistreuse, soit sur un affichage quelconque dans l'établissement. Et dans ce cas-là, vous serez bien en règle. Et du coup, il y aura des coordonnées. Le client pourra contacter la médiation et tout le monde sera content. Et ça, c'est pour les hôteliers, puisque là, c'est un hôtelier qui nous pose la question, mais aussi les restaurateurs, les bars, tous les établissements que l'on représente. Ce qui peut éviter les conflits, qui est parfois la Exactement. première chose à laquelle on va Voilà. penser. Non. Voilà. Merci beaucoup, Gaëtane. C'est précis, c'est clair. Et si vous vous y reconnaissez, si vous avez bien écouté, n'hésitez pas encore une fois à contacter l'UMI. Et on sort les calepins tout de suite avec l'agenda. Et c'est Chou, l'agenda de Chou. Comment ça va? Mais ça va bien et vous? Ah ben ça va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à noter pour faire vivre la profession et pour aller inciter d'ailleurs aussi certains futurs adhérents. Absolument. Alors on était bien à fond sur septembre et puis là novembre on est dans les starting blocks pour 4 dates phares. Encore une fois, la table des maîtres restaurateurs de l'Isère, donc du 1er au 11 novembre dans le cadre de la foire de Grenoble. À Alpexpo, comme vous le savez, l'UMI 38 anime l'association des maîtres restaurateurs de l'Isère et vraiment l'événement phare, dont aussi la fête de la coquille Saint-Jacques, c'est la table des maîtres restaurateurs. Donc pendant 11 jours, 11 maîtres restaurateurs vont se succéder au sein de ce restaurant éphémère qui sera dans la halle du département. Depuis quelques années déjà, chaque jour, un chef. Exactement. Équipe Hôtel, le salon professionnel qui aura lieu aux Portes de Versailles à Paris du 3 au 7 novembre 2024. Vous voulez vous y rendre? Vous contactez l'UMI 38 et nous vous donnerons des invitations. Parfait. Également la nuit de l'orientation, organisée par la CCI de Grenoble le 22 novembre 2024 en soirée sur le campus de Grenoble. On anime une conférence autour des métiers de l'hôtellerie-restauration avec des professionnels qui viennent échanger en speed meeting, donc vraiment en face à face avec des jeunes à la recherche de l'orientation.
Dernier événement, et pas des moindres, le Mondial des métiers du 5 au 8 décembre 2024 à Eurexpo à Lyon. L'UMI 38 anime un énorme stand, pas des moindres, 150 mètres carrés. Oui, dédié uniquement, exactement, notre secteur de l'hôtellerie-restauration, où là, on va vraiment parler de nos métiers et aider les jeunes sur l'orientation professionnelle. Si vous souhaitez venir échanger avec ces jeunes, vous rendre compte comme ils ont envie d'aller vers nos métiers, contactez-nous pour venir à nos côtés le temps d'une matinée, une journée ou même les 4 jours si vous le souhaitez. Ça fait du bien de parler et communiquer sur nos beaux métiers. Et de se voir et de se rencontrer sur le Mondial des métiers. Ici, on se voit à travers un écran. Cette émission, c'est la vôtre. Contactez l'UMI pour toute question. Vous avez compris. Entre nous, c'est une émission interactive à votre service. Merci beaucoup de nous avoir donné autant d'informations, de repères dans cette profession qui, on le rappelle, si tout était un long fleuve tranquille, eh bien, nous ne serions peut-être pas là, mais grâce à vous, on y voit un peu plus clair. Merci Luc Magnin, merci Christophe Suzilo. Nous, on se retrouve bien sûr pour l'émission du mois de décembre déjà. À très vite.